Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette quatrième partie, je crois bien, oui exactement, quatrième partie. Alors je dois vous dire que j'ai enregistré jusqu'à 6 parties et avec les dernières questions je crois qu'il va y avoir une 7ème qui va se profiler à l'horizon. Donc voilà, ça paraît un peu extrême et je suis d'accord, c'est vrai que mes FAQ sont un petit peu abusés. En même temps, quand je vois d'autres FAQ, c'est un petit peu consternant quoi. J'ai encore la chance de ne pas crouler sous les commentaires et les questions et les choses comme ça. Des fois je les attends même. Je m'estime encore heureux de pouvoir répondre, donc c'est un peu normal. Et puis c'est qu'une seule fois dans l'année, ce n'est pas très dramatique. Ça va s'estomper dès que j'aurai terminé. Je ne vais pas aller au-delà de 8 parties, je pense. Je souhaiterais en fait que la FAQ arrive au moins jusqu'aux Oscars pour que je puisse donner dans ma dernière partie mon avis sur ce qui s'est passé aux Oscars, qui a pris quoi et tout ça. C'est ce que je souhaiterais en fait dans l'idéal. Mais à côté de cela, il y aura plein de critiques qui arriveront aussi 2 par 2, normalement, si tout se passe bien. Et en parlant de critiques, je voudrais revenir sur une petite chose, c'est un équilibre entre la critique et l'analyse. J'en parlais un petit peu avec Anto d'État-Critique, qui lui ne va pas forcément rentrer en profondeur dans le film, il va rester en surface. Après, moi je n'ai pas l'impression quand je fais des critiques d'aller vraiment profondément dans le film, parce que je le réserve à l'analyse, et c'est là qu'il y a une chose qui est un petit peu délicate. Ça m'est arrivé de dire des pistes d'analyse mais sans forcément rentrer dedans. Je pense par exemple à ma critique de Godzilla de 2014. Quand je parle de tout ce qui entoure les médias dans ce film, je l'évoque, mais je ne vais pas forcément rentrer dedans. J'envoie des pistes comme ça d'analyse, mais c'est pas forcément des choses à faire, parce qu'après vous attendez plus, vous attendez un retour, mais pas forcément. C'est très délicat de faire quand même de la critique au-delà de faire scène par scène, ou des fois ce que j'entends dans des podcasts. Il faut essayer de structurer les choses. Alors pour ne pas donner l'impression que la critique ne sert à rien, j'ai aussi tendance à beaucoup chercher sur les critiques américaines, les critiques anglo-saxonnes, des informations sur le tournage, mais aussi des fois des points de vue, parce que les anglo-saxons eux sont assez forts, ils sont beaucoup moins dans pas le déni, mais dans la critique ridicule, des fois comme peuvent l'être les français. Ils essayent de comprendre les choses, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, et ça c'est vrai que ça nous manque un petit peu à nous les Français. C'est un équilibre vachement délicat, aussi pour moi, parce que en fait j'ai l'impression d'être le pilleur. Je vais vous parler franchement, j'ai l'impression d'être un putain de pilleur. C'est-à-dire que quand je fais une critique, je regarde le film, je note plein de choses, mais des fois je note pas tant de choses que ça, parce que pour moi c'est des choses acquises. Mise en scène classique, je sais ce que ça veut dire, et des fois j'ai pas vraiment d'exemple de plus. Alors je mets mise en scène classique. Voilà, mais ça fait pas la critique. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais sur internet et je commence à faire une espèce de razzia, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Je fais la razzia sur tout ce que je peux trouver sur le film, anglais et français. Je mets tout dans un traitement de texte et je fais le tri. Je fais un tri, mais monumental. C'est-à-dire que je lis tout, je trie tout et je garde la moelle, ce qui m'intéresse, ce qui m'a touché, les lignes, des fois les expressions auxquelles j'étais sensible. Et pourquoi je dis que je suis un putain de rapace, c'est que je ne cite pas forcément les sources. Voire même pas du tout. Non, des fois je les cite quand ça devient vachement important. Mais des fois je ne cite pas les sources. Alors que je prends des fois des phrases entières, hein. Je le reconnais, hein, mais je pense qu'à un moment, il faut se dire aussi qu'on n'est pas à l'université. Il faut dire ce qui est aussi, internet c'est du putain de pillage. On pille tout le temps. Non mais à un moment il faut arrêter de déconner. J'ai pris un texte, j'en ai gardé quelques points et je l'ai réassimilé et j'en fais quelque chose moi-même, dans quelque chose qui nous est propre. C'est un petit peu comme ça qu'Internet fonctionne aussi. C'est pour ça que ça me met des fois un petit peu mal à l'aise, le retour des fois de certaines personnes. En théorie, c'est une faute. C'est une faute parce que je vois ça aussi d'un œil universitaire où il faut toujours citer la source, sinon on est dans l'illégalité. Mais Internet, c'est Pirates des Caraïbes, Internet. C'est là que ça me fait relativiser un petit peu une sorte d'angoisse, quoi. C'est que je n'ai pas forcément le devoir de citer. Après, là, on parle de propos. Après, si je veux faire un truc méga carré, on peut le faire. Mais pour de la critique, osef, quoi. À l'abordage, j'ai envie de dire. Je tenais quand même à vous le dire parce qu'on m'a fait le reproche, et curieusement on m'a fait que le reproche pour certaines critiques de Disney, sachant que je procédais exactement de la même façon pour à peu près toutes les critiques.
Il y avait des gens sur des sites, ah tiens, il reprend les mêmes choses. Ce qui est absolument vrai. Mais comme je l'avais déjà dit pour quelques vidéos, quand je ferai mon bilan, je citerai les sites importants qui m'ont aidé pour l'écriture des textes et tout ça. Alors je procédais exactement de la même façon pour toutes les vidéos. Je remercie d'ailleurs une personne qui m'avait fait, c'était trop marrant ça. La personne m'avait fait un post sur un site, sur un forum, je crois que ça s'appelait Disney Plaza ou un truc comme ça, pour me faire de la pub. Mais en fait, ça m'a pas fait du tout de la pub. Non mais on en a parlé en privé, mais c'est très gentil de sa part, hein. Mais après les gens sont aussi très hermétiques. Ce sont leurs données et elles veulent pas que les gens y touchent. Bah dans ce cas-là, il fallait peut-être en faire le contenu des textes en privé pour les membres du site Disney et pas forcément crier au scandale parce que ça l'ont vu, mais il y a peut-être plein d'autres personnes qui ont repris aussi leurs textes pour des essais universitaires, pour des critiques dans un journal ou je sais trop quoi. Donc il faut pas l'oublier ça. J'ai fait un truc qui a été remarqué, c'est une razzia parmi d'autres. Et faut bien aussi se dire que quand eux ils font leurs textes, ils cherchent aussi des informations à un endroit. Donc on peut aussi parler de copier-coller dans un autre sens. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça. Là, je commence cette partie de façon très délicate, mais je tenais quand même à vous le dire. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça, si vous trouvez que je pète les plombs. Oh là là, il copie, ce n'est pas un contenu original. Ou alors vous êtes d'accord et vous comprenez un peu la situation et aussi la façon dont je procède, parce que ce n'est pas juste alors j'ai vu le film et je vais vous faire une espèce de direct complètement raté. Enfin bon, voilà, moi je préfère brasser plein d'informations et être au courant de tout ce qui se dit que être devant mon micro et alors là je sais pas trop ce que je vais dire, mais je vais essayer de dire un truc qui est pas trop mauvais et tout ça. Enfin, je préfère fonctionner d'une autre façon. C'est pour ça que je fais très peu de films qui sortent. Ce petit préambule étant passé, nous allons arriver aux questions de la FAQ. Des questions de Maria. Trouves-tu que Disney font de meilleurs films actuellement ou c'était mieux avant pour toi? Ah bah ils sont passés à autre chose, donc c'est sûr que ça va être très compliqué, mais je pense que les réalisateurs qui arrivent maintenant, ils n'ont plus la façon de narrer qu'ont les autres avant. Après c'est toujours lié à une nostalgie, donc c'est difficile. Moi maintenant j'ai grandi et moi je ne suis plus la cible de ces films-là, et donc il y a beaucoup de choses dans ces films qui ne m'intéressent plus ou légèrement, donc je ne suis moins touché par ces films-là, et donc mon avis est biaisé sur cette question, je pense que tu peux t'en douter. Je trouve que pour la façon de narrer les choses, la façon dont on fait de l'humour, la façon dont les choses s'agencent et tout ça, je préfère avant. Comme je dis, c'est parce que j'ai vieilli et donc je suis moins sensible à ces films qui sont quand même pour les petits, en priorité. Je suis pas en train de dire que les adultes, ils ont pas le droit de regarder ce film et qu'ils vont rien ressentir. Ils vont ressentir des choses, mais quand même à moindre coût, quoi. Parce que ces films sont faits pour les enfants. Je veux dire, ils sont conçus. On conçoit déjà les produits marketing quand on fait le film. Je veux dire, je reprends encore la Reine des Neiges. Je crois que vous allez me détester parce que chaque fois je parle de la Reine des Neiges pour vous dire du mal. Mais le Olaf, là, ce petit bonhomme de neige, ils le disent dans le making-of que c'est fait juste pour donner une petite touche humoristique. Je veux dire, c'est le but du truc. Le machin est assez sombre, quand même assez dramatique, et tout d'un coup t'as ce machin qui vient pour de la pure dédramatisation. C'est sa fonction. Voilà. Et après, bien sûr, qu'est-ce que vous avez dans les boutiques? Vous avez des peluches Olaf. Voilà, c'est une machine de guerre, hein, Disney. Hein. Et tous ces films, hein, même ceux d'avant, c'était aussi des machines de guerre. Ils ont ça en commun. Ce sont des machines de guerre de merchandising. Ensuite, qui est le meilleur, encore une fois, des comparaisons, hein, selon toi, entre DreamWorks ou Disney? Alors, si tu m'avais dit DreamWorks ou Pixar, là, ce serait intéressant comme question, mais ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas rentrer dans la comparaison. J'ai envie de dire Disney. Si tu m'avais dit Pixar, parce que Disney, ce n'est pas Pixar. Pixar est à l'intérieur de Disney, mais c'est une autre philosophie quand on fait de l'animation. Vous distinguez bien, je pense, je vais prendre n'importe quoi, mais vous comparez Monster University et je sais pas moi, les mondes de Ralph, ce n'est pas du tout la même chose. On peut pas lier comme ça Pixar c'est Disney. Non, c'est un studio important autour de Disney. Après, DreamWorks, ils font quand même ils osent énormément de choses. Et ils font beaucoup de films par an. On a au moins un DreamWorks par an. Au moins un!
c'est quand même assez titanesque le travail. Parce que comme ça, l'animation en 3D, ça se fait pas comme ça, c'est très très long. Et les mecs, ils ont une cadence, un truc de malade, quoi. Non seulement pour le côté oser des choses, et même si ça se viande, hein, ils essayent de faire des trucs, voilà. Là, par exemple, je voudrais bien voir le long métrage avec un escargot qui fait de la Formule 1, voilà. Moi, je trouve que c'est une idée qui est super intéressante. Bien sûr, ça fait Cars et tout ça, mais moi, je l'ai pas vu encore, donc je peux pas dire. Mais voilà, c'est le dépassement de soi, c'est les questions, c'est toujours des choses qui reviennent pour les jeunes, parce qu'il faut les motiver, quoi. Donc, il y a des questions qui sont assez intéressantes. The Croods, j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que vraiment, les deux ont des créneaux qui vont bien maintenir. Disney, même, ne lâche pas l'affaire. Parce que si voilà, ils étaient complètement démoralisés, ils auraient laissé, on va maintenant laisser faire Pixar toute l'animation 3D et nous on s'occupera que de la promotion. Non, eux aussi ils sortent de l'animation. Après c'est une animation qui est assez différente, voilà. Mais finalement j'hésite plus. J'ai envie de dire DreamWorks parce que je trouve que c'est quand même un pari assez osé d'essayer de faire vraiment une firme importante en termes d'animation, d'essayer beaucoup de choses et de tenir tête aux géants Disney en termes d'animation. Parce qu'il y a bien que eux deux, hein, DreamWorks et Disney. Tout le reste, ça rame un petit peu. Je veux dire, il y a, comment ça s'appelle, Blue Sky, là, avec Epic et L'Âge de Glace. Bon, ils tiennent à peu près bon, mais c'est un petit peu chancelant, j'ai envie de dire. En tout cas, ils ne font pas beaucoup de dessins animés. Après, bien sûr, c'est pas des grosses machines, hein. Je dirais DreamWorks, quand même, pour les soutenir un petit peu, parce que Disney, ils ont pas besoin de soutien. Non, je trouve que DreamWorks essaye beaucoup plus de choses. Ils vont moins dans les adaptations littéraires, qui d'ailleurs charcutent complètement Disney, n'est-ce pas? Ils en font, mais beaucoup moins. Ils essayent plus de choses folles. C'est vraiment une autre façon de narrer, de cibler, et je trouve qu'on devrait plus soutenir les originalités qu'ils essayent de faire que voilà de l'adaptation et des designs, des chara-designs qui ressemblent beaucoup. Je veux dire, entre La Reine des Neiges et Réponse, on sent qu'il y a un peu les mêmes animateurs qui s'en sont occupés. Et je trouve ça dommage de ne pas essayer autre chose. Voilà. Ensuite, quel est ton personnage préféré dans Disney et celui que tu préfères le moins et pourquoi? Celui que je préfère le plus... Bah, il peut y en avoir beaucoup. Allez, je vais faire un peu je vais pas dire forcément les grandes évidences, les trucs comme ça. Evinrude. C'est la petite libellule qu'on a dans Bernard et Bianca. Ah, quelle réussite! C'est ce petit personnage, voilà, qui est en train de faire le petit moteur et ce bruit, c'est juste énorme. C'est très réussi, très communicatif. C'est toujours très réussi les personnages qui arrivent à communiquer sans quoi que ce soit de dit par la parole, par le dialogue. Après, là, je suis pas en train de me repasser tous les films de Disney, en me demandant qui c'est le meilleur, qui c'est le plus mauvais. Là je te dis ça comme ça cash, sans avoir réfléchi. Je préfère proposer quelque chose d'un petit peu plus folklorique que forcément citer les grandes évidences. Et en termes de personnages que je n'aime pas du tout, attends, voyons. Ouais, souvent les personnages qui ne sont juste là pour faire de la dédramatisation, c'est leur unique fonction. Ça, j'ai beaucoup de mal. Ben, typiquement le Olaf, hein, dans La Reine des Neiges. Déjà que le chasseur et son cerf, ce sont déjà des personnages qui font des gags. On en rajoute un. Hop. C'est tellement basique. C'est extrêmement énervant, hein, ces personnages qui sont juste là pour faire du gag. Il y a du gag qui peut se créer, mais il y a tellement moyen de le faire que de concentrer tout dans un seul personnage. Des gags de situation, de l'incompréhension. On s'enferme avec un personnage purement comique et tout ça, et c'est agaçant. Puis typiquement, il y a un truc qui est excellent, et là on n'a pas besoin de comic relief. Dans Basile Détective Privé, à un moment ils sont dans une espèce de boutique de jouets, et on voit Basil et Dawson qui sont en train de marcher sur la pointe des pieds. On a un plan, voilà, où ils se déplacent avec grande précaution. Mais vraiment, ils veulent pas faire de bruit, quoi. Et tout d'un coup, il y a une énorme musique qui commence et les mecs, ils sont méga choqués. Et en fait, c'est Olivia qui avait déclenché la boîte à musique qui fait tout un tintamarre. Et eux, ils sont complètement fous, complètement paniqués. Voilà, ça, c'est vachement marrant. J'en ris déjà en voyant les images comme ça. Mais voilà, et là, il n'y a pas besoin d'être un personnage purement comique. C'est une situation qui provoque le rire. Et ça, on devrait revenir à ce type de comédie. Comme ça, les personnages seront peut-être moins
moins typé, parce que là c'est insupportable ces gens, et même dans toutes les années 90 et le début des années 2000, moi je suis beaucoup plus sensible à de la comédie de situation, typiquement ce genre de cas que je vous ai cité de Basile, que des personnages qui véhiculent uniquement eux le comique. C'est saoulant ça, moi je peux pas, ça c'est un truc que je n'aime pas. J'ai été nourri à que de la situation comique. Les Looney Tunes, Donald, assez sérieux, mais les situations comiques qu'ils développent dans les courts-métrages sont à mourir de rire. Alors que les personnages ne sont pas eux-mêmes comiques. Ce sont les interactions entre eux et le décor qui font que c'est à mourir de rire. Donc c'est pour ça que moi je bloque sur les personnages qui sont uniquement... qui ont la seule fonction, c'est de faire rire. En ayant regardé quelques critiques, tu vois très bien quel genre de personnage je ne peux pas supporter, et voire même quel personnage j'ai en horreur totale. Voilà, je te remercie pour tes questions, Maria. Ensuite, des questions de Victor Ley, ou Lay, je sais pas comment on le prononce. As-tu aimé Lucie de Luc Besson? Moyennement. Ça manque de conflit. Ça manque de suspense à mon avis, parce que c'est vrai, quand elle a des super pouvoirs, elle s'en fout des gens autour d'elle, donc en fait on est peut-être plus avec le policier, mais on sait déjà que elle va arriver à un stade où on s'en fout des Chinois quoi. Enfin des Chinois, je crois qu'ils sont des Coréens, mais Luc Besson va dire ah les Chinois, c'est les gros clichés sur Luc Besson, mais c'est ça, on s'en fout de ce qui se passe, parce qu'on sait très bien qu'elle va réussir son but, quel qu'il soit. Donc là, on est là, on regarde les images, bam bam, ok. Franchement, moi, ça manque de conflit. Et de conflit sérieux, d'enjeux dramatiques, pour qu'après on s'attache au personnage et qu'on soit dans l'histoire. Et ça manquait. Tu peux mettre n'importe quelle scène d'action super bien foutue, mais ça sert à rien s'il n'y a pas de conflit à l'intérieur. Ça devient juste un road trip avec des effets spéciaux. Hein. C'est un peu dommage, quoi. Attends-tu le 5e Pirate des Caraïbes? Si seulement on pouvait avoir un peu plus d'informations. Mais je veux que ça soit Pirate des Caraïbes. Des films de pirates, pour moi, c'est sur la mer. Et ça doit pas se passer en intégralité sur une terre. Parce que là, on a vu quelques images du prochain où on les voit construire un village entier. Et là, j'ai peur. Parce que si ça se passe que dans un village, eh ben, c'est même plus Pirates des Caraïbes. Voilà, moi j'ai peur. J'ai un petit peu peur. On n'a encore rien vu. Et la suite de Tintin, j'en ai rien à foutre. Parce que je n'ai pas aimé le premier. Le prochain, c'est le Trésor de Rackham le Rouge. Sûrement. J'espère que ce sera mieux. Mais si c'est fait de la même façon, je parle pas forcément du procédé, moi je suis une capture, mais si la mise en scène est la même, moi j'irai pas voir. Ça c'est certain. Verra-t-on un jour ton petit visage? Si tu te poses la question, comment peux-tu savoir qu'il est petit? J'ai pas un petit visage, mais de toute façon, si vous voulez voir mon visage, c'est pas très compliqué. Hein. Vous tapez mon nom sur internet et vous l'avez. Hein. Donc, dites pas forcément que il est où, à quoi il ressemble, c'est des conneries ça. Hein. Oui, éventuellement, je me pose encore la question si je dois apparaître dans la vidéo que je ferai avec Anto de État Critique, puisque j'avais gagné le concours. Je ne sais pas encore si j'apparaîtrai, mais bon. Oui, probablement à un moment, hein, enfin officiellement sur la chaîne, je veux dire, hein, mais je sais pas du tout quand. Et ni à quelle occasion, à quelle vidéo, peut-être genre la 1000e, des trucs comme ça, mais je ne sais pas encore. Ensuite, des questions de George McFly. Et McFly J'adore cette réplique. Ou le chinois là, ou le japonais, je sais plus. Je crois que c'est le japonais qui arrive en fond comme ça dans l'énorme télé. Et on a McFly vieux devant la caméra. Et t'as le japonais qui dit McFly, vous êtes éliminé. Comme ça, c'est juste énorme. Ton avis sur Anto d'État Critique a-t-il évolué depuis ta critique? Il a pas fait tant de choses depuis ma critique, hein, donc je pense qu'il adapte un peu sa forme par rapport au film, mais il a une méthode aussi de procéder. On en a un petit peu parlé quand on a commencé à dialoguer au niveau de ce qu'on allait faire tous les deux. Donc non, mais il fait son petit train-train et ça lui permet aussi d'avoir un rythme, parce que à chaque fois s'il devait innover ou évoluer vraiment beaucoup son truc, ça n'en finirait pas quoi. Et justement, l'évolution c'est de la réflexion et ça prend du temps, donc vous aurez encore moins de critiques. Donc non, il a un truc qui est assez stable, faut dire. Franchement, c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Hein. En plus avec des extraits du film et tout ça, c'est stable. Il va évoluer petit bout par petit bout. Par exemple, il a rénové son fond de salle de cinéma. Ça c'est pas mal, par exemple. Quel est pour toi le meilleur critique et le pire sur internet? Le pire, après j'ai pas tout vu, hein, donc c'est un peu difficile.
Après, est-ce qu'on peut considérer des gens comme le Fossoyeur comme des critiques? Je le considère pas vraiment comme des critiques, il fait des appréciances parce que l'avis peut être intéressant, mais ce n'est pas sa fonction première de faire de la critique. Je ne sais pas, après les pires, c'est des gens... En fait, je peux pas te dire des noms comme ça parce qu'il m'en vient pas à l'esprit, c'est toujours des gens moyens, mais c'est pas le pire. Ça paraît un peu extrême, mais c'est des gens qui font, voilà, les sorties et tout ça, enfin qui sont des gosses quoi. Et les mecs ils te disent, oh le film il était bien, ouais, est-ce que t'as vu seulement les classiques pour te permettre de juger des films qui sortent? Parce qu'aujourd'hui c'est quand même des films qui font référence. Je parle pas qu'ils font référence pour l'avenir, mais qui font référence à des films antérieurs. Donc il faut les avoir vus ces films, parce que sinon on passe à côté de plein de choses. Et on passe finalement à côté de la saveur de certains films. Et ça, ce serait regrettable. Donc les mecs... Ce sont aussi des gens, je crois que ce que je trouve de pire, ce sont des gens qui se rendent pas compte de comment on fait le film, du passé, du cinéma derrière, hein, qui véhicule après des idées qui sont reprises dans nos films actuels. Et les gens ils te sortent « Ah c'est bien, c'est pas bien » et ils te flinguent un film alors qu'ils ont aucune idée de ce qu'est ce film et de ce qu'il représente et de ce qu'il a été avant et tout ça. Et c'est pour ça que je vois quand les critiques sont des trucs super mainstream sur des films, comme ça, je regarde une ou deux mais je suis pas vraiment intéressé. Enfin, des noms, vous pouvez trouver... Enfin, je pourrais être méchant en citant des noms, mais je sais pas si je dois le faire. Peut-être tu attends ça, hein. Dis des noms. Enfin, il y a très peu de personnes dont j'estime vraiment le travail. Et après, c'est des critiques, c'est des semi-critiques présentation de films, un petit peu comme ce que je fais, donc c'est un peu compliqué. Ou des vidéos qui te font un résumé assez important du film et reviennent sur des scènes et tout ça. Alors bon, ça m'intéresse pas non plus. Donc c'est pas facile de trouver le meilleur critique. Je crois qu'il n'existe pas vraiment encore. Il y a des chroniques pour présentation de films ou présentation de concepts, mais de critiques que j'aime, hein, que je trouve le meilleur, pas vraiment. Ou alors, ça existe, mais je m'en souviens pas, ou je ne l'ai pas encore vu. Hein. Par contre, en pire, alors je vais citer un nom, parce que là, moi, ça me désole, ça me fait mal. C'est une chaîne qui s'appelle Playing Yuri. C'est une chaîne qui propose beaucoup de vidéos. Pour moi, ça, c'est son point fort. Mais c'est des vidéos qui durent 5 minutes. 5 putains de minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire en 5 minutes sur des films? J'ai aimé, j'ai pas aimé, le scénario il est pas mal et tout ça. Oh là là là. Moi je suis consterné quand je vois... je regarde des fois un peu voir le contenu, mais c'est désolant quoi. La rapidité de ses propos, quand il se permet de dire le cinéma pour les nuls, c'est-à-dire un acte de professoral, hein, très clairement, et le mec il te fait un truc sur, je sais pas moi, le biopic ou le box-office en 5 minutes. Rien que la durée, moi ça me fait déjà mal. Je regarde pas ces vidéos parce que c'est une torture. Pour moi qui avait... Enfin, je cite souvent l'université, mais c'est vrai que ça m'a vraiment apporté quelque chose. Hein. La demande à l'université d'aller toujours plus loin dans la réflexion, un grand apport historique, essayer de se remettre en cause constamment dans l'écriture de ce qu'on a à développer après en argument. Là, mais c'est tellement basique. Le mec l'assume complètement, il dit ouais c'est repris de Wikipédia. Mais pourquoi tu fais la vidéo? On renvoie un lien vers le site. Les mecs sont si flemmards que ça. Mais ça me désole. Ça me désole. Bon, que le mec il l'accepte, ça c'est super. Le mec il dit, voilà, c'est sorti de Wikipédia, point. Mais déjà, ce n'est pas une source de confiance. Les informations pourront être erronées. Et en plus il se perd, il se fait tellement de concepts et des deuxièmes visionnages et des trucs comme ça. C'est de la poubelle quoi. C'est de la poubelle. Il y a sûrement des vidéos qui sont super intéressantes. Par exemple les pages blanches. Je crois qu'il y a une émission qui s'appelle les pages blanches. Mais encore une fois, c'est de l'extrémisme quoi. C'est comme, maintenant je pense à un autre critique, je crois que ça s'appelle le cinéma de Dex, ou Dex et le cinéma, je sais plus dans quel sens. C'est quelqu'un qui est aussi très absolu dans ses propos. Alors je suis sûr que ce n'est pas son but, hein, enfin ce n'est pas, il ne souhaite pas avoir cette impression, mais moi ça me donne cette impression-là. C'est ça et c'est comme ça que ça marche, je n'aime pas ça du tout. Je trouve ça extrême. Après, il s'en défend dans certaines vidéos et c'est très bien de le reconnaître, c'est le plus important. Mais moi je supporte pas ça et je n'ai pas envie de voir des vidéos où t'as le mec qui dit ce film est raté. Alors ça, non. Ou alors après il y a un argumentaire dans les minutes qui suivent où il va développer ces idées-là et voilà. Après moi je dis là, dans les FAQ, Breaking Bad c'est raté ou je sais trop quoi, c'est une FAQ. C'est la liberté d'expression, là, pleinement, sans sujet, sans rien, juste moi et ma voix, et je dis le fil de ma pensée. Si je devais tout d'un coup faire une vidéo sur Breaking Bad, alors là, je vous ferais un truc aux petits oignons, hein, et là, l'argumentaire, il serait présent.
Mais bon, personnellement, ces gens-là, je regarde des fois quand même. Il faut rester connecté, même si ce sont des gens que je n'apprécie pas tellement. C'est bien qu'ils fassent du contenu sur le cinéma. Par exemple, typiquement, il y a pas forcément tout à jeter. Mais Dex, quand il avait fait sa vidéo sur c'est mon avis sûr ou un truc comme ça, sur un documentaire, je crois que ça s'appelle Blackfish. Ça, c'est bien, parce que c'est un film qui est un peu passé sous les projecteurs. Et lui, il va les mettre en lumière. Il va inviter des gens à aller regarder le film. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est de la critique. Quand je dis ça, c'est de la critique, c'est que ce sont des gens, la critique, les critiques, qui doivent mettre en valeur des films qui ne sont pas mis en valeur par les médias. Ce sont des gens qui ont suffisamment d'expertise pour essayer de redresser la barre critique de certains films, de les faire réaccepter par le public et de faire découvrir des choses. C'est ça ce qui est le plus important pour moi quand je vais regarder des chaînes de cinéma. Voilà, vous avez mon avis général, hein. George McFly, là, bon, tu vois que c'est pas le meilleur ou le pire, mais c'est des choses que je n'aime pas et que j'aime dans l'un ou l'autre. Alors, j'ai jamais trouvé le pire et j'ai jamais trouvé le meilleur. De toute façon, ça m'intéresse pas d'avoir toujours les extrêmes. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une autre partie de la FAQ. Les gens sur des podiums ou les gens dans les poubelles, ça, j'aime pas parce que ça reste de l'extrémisme. Meilleur et pire. Tu veux pas juste le milieu peut-être Non mais de toute façon pour moi il n'y a pas de meilleur et de pire, hein. Il y aura toujours des choses. C'est aussi pour ça que moi j'arrivais pas à trouver ce que je voulais sur internet, hein, des analyses de séquences. Voilà, je trouvais pas ça sur internet. Ou alors il y en avait une ou deux chaînes mais genre qui faisaient ça sur un mois quoi. Bah moi j'ai commencé à faire mes analyses de séquences. Et après du fait que je voyais que ça marchait pas, bah, j'ai fait des critiques. Parce que je savais que ça marchait. Voilà, tout simplement. Donc si j'ai commencé à faire aussi les critiques et les choses comme ça, c'est que je voyais que les gens ne s'attachaient pas à certains détails sur lesquels je m'attache. Donc le meilleur, c'est toujours ce qu'on essaye de faire nous-mêmes, hein. Le pire, c'est ce qu'on essaye d'éviter de faire, tout simplement. Et ça me permet d'ailleurs, sans le faire exprès, de continuer sur ta troisième question. Tu sembles détester le divertissement dans le monde de la critique. Pour toi, une critique doit être à tout prix sérieuse? Non, c'est pas vraiment ça. Sauf que moi, enfin là, quand tu dis une critique doit être à tout prix sérieuse, là tu te places d'une façon générale. Alors que moi, quand je dis la critique doit être sérieuse, c'est par rapport à ce que je ressens moi, ce que je cherche moi. Mais ça veut pas dire que c'est la chose à faire absolument pour tout le monde. Voilà, ça encore là, c'est de l'extrémisme. Je me bats contre les extrémistes dans ma FAQ, c'est un truc de fou. Mais tu sembles détester le divertissement dans le monde de la critique. Il y a une façon de divertir. Mais divertir par l'humour, je crois que c'est pas forcément la seule solution. Je dirais pas que c'est la plus mauvaise ou la meilleure, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, tu veux présenter un film, t'as le choix. T'es pas obligé de faire, alors va se mettre devant la caméra et faire un sketch, hein, faire toute une mise en scène comme le dernier épisode d'ailleurs du Fossoyeur sur les nanars, avec sa pelle et tout ça. Tu peux faire un montage du film. Par exemple, tu peux commencer la vidéo en faisant un montage qui rend compte de l'ambiance ou qui narre l'histoire rapidement, comme une bande-annonce en fait. Tu fais ta propre bande-annonce du film avant de commencer tes propos. Voilà, ça c'est du divertissement. Tu divertis par les images du film que tu allies avec par exemple une musique qui n'a rien à voir ou je sais pas moi, voilà. Mais ça bien sûr sur internet c'est plus compliqué. Ah bah dans ce cas-là, c'est sûr, tu le vois beaucoup moins dans les chaînes YouTube et tout ça. Mais ça existe. Il y a d'autres façons de divertir. Je ne déteste pas le divertissement. Parce que quand vous voyez mes analyses, c'est quand même divertissant. Par exemple, l'analyse de l'attaque du calamar géant dans 20 minutes sous les mers. Quand vous voyez l'analyse, je commence avec une bande-annonce que j'ai faite de toutes pièces. Mais ça, c'est du divertissement. Et ce n'est pas de l'humour. Donc franchement, il y a tellement moyen de faire autre chose. La critique doit être sérieuse. Les propos doivent être sérieux parce qu'on parle quand même de la promotion ou de la défense d'un film ou de sa descente aux enfers. Donc, à un moment, il faut être aussi sérieux dans son propos parce que sinon personne ne vous croira. Si les mecs ils arrêtent pas de faire des blagues sur le film, comment veux-tu être pris au sérieux et que ton avis compte si t'arrêtes pas de blaguer? En même temps, t'as l'impression que le mec il se fout un peu de la gueule du film, voire même qu'il se fout de la gueule du spectateur en parlant du film. Ça c'est un peu gênant. Quand je parle d'un film, je suis quand même assez sérieux, bien que vous m'entendez dans la critique. Des fois, je ris ou je glousse ou des trucs comme ça. Mais le contenu, quand je l'ai écrit, est tout à fait sérieux. Mais après, c'est l'adaptation que je fais quand je commence à parler devant mon micro. Mais oui, pour moi, la critique, c'est un truc sérieux. Voilà.
Quand je commence à me dire je vais parler de ce film, je vais parler de ce film, quoi. C'est pas je vais faire des gags sur ce film. C'est ça, je pense, la différence. C'est des questions qui me fascinent, hein. Le rapport critique, le rapport avec les autres chaînes et tout ça, la critique sur YouTube, et ça c'est des questions qui me fascinent, hein. Je te remercie d'ailleurs d'avoir posé ce genre de questions, j'aime beaucoup. Après j'ai l'impression que si on me pose tout le temps ces questions, je vais tourner un peu autour du pot, hein. J'aimerais pas. Mais voilà, je pense que tu cernes un peu plus mon rapport avec la critique, côté divertissant, peut-être autre chose que de l'humour. Après, la forme que j'ai aujourd'hui, vous voyez par rapport aux premières critiques sur la chaîne, ça a un petit peu évolué. C'est plus fin, peut-être, et il y a beaucoup plus d'informations. Ça, c'est bien évident. J'espère que mes réponses t'auront plu. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Je vais maintenant répondre à la question de Manu Silla, qui m'a posé une des meilleures questions. Non, mais c'est vraiment une question que je kiffe. J'aimerais connaître tes points de vue sur le plan séquence respectivement en tant que spectateur, monteur et analyste. Quels sont les plans séquences qui t'ont le plus marqué? Que penserais-tu d'un film intégralement tourné en plan séquence? Si c'était faisable, est-il possible ou pertinent d'analyser un plan séquence? Alors plein de questions dans une seule question. Alors c'est très compliqué de te répondre comme ça va un petit peu partir dans tous les sens, hein. Je préviens, ce sera pas très structuré. Alors je crois que dans un premier temps, il faut s'attarder sur la définition même de ce qu'on appelle un plan séquence. Un plan séquence, c'est un plan qui fait toute une séquence. Sans blague, mais il faut dire aussi ce qu'est une séquence. Une séquence dans un scénario, c'est une scène dans laquelle il y a un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'actions, mais c'est une scène bien délimitée. Par exemple, je sais pas moi, séquence 3, intérieur nuit, appartement de Rebecca, et acteurs principaux, Rebecca, Louis et je sais pas qui encore, et le fantôme de Perlimpinpin, voilà. Donc ça c'est une séquence, et quand on dit un plan séquence, c'est censé être un seul plan qui fait toute la séquence, avec par exemple la caméra qui se balade dans cet appartement et qui suit Rebecca et Louis, voilà par exemple, un simple exemple. Et c'est à différencier des plans qui sont très longs, qui vont au-delà de 55 secondes, parce que le plan séquence, qu'est-ce qu'on appelle un plan séquence? C'est aussi un plan qui est à l'origine une vue lumière, c'est-à-dire une vue qui faisait 50-55 secondes. Donc c'était une séquence, hein, c'était par exemple la sortie des usines lumière, c'est une séquence, un lieu entier, et qui est filmé en un plan de 55 secondes, un plan long. Donc aujourd'hui on dit ouais le machin en plan séquence, mais en fait pas totalement, puisque le plan séquence est souvent dans une scène même, donc on peut plus vraiment parler de plan séquence. Par exemple, il y a un superbe plan très très long dans The Raid 2 quand ils se battent dans la boue, mais en théorie ce n'est pas un plan séquence, parce que la séquence a commencé avant et se termine après. Donc il y a déjà une définition à placer, mais je vois ce que tu veux dire, là je pinaille, mais je vois ce que tu veux dire, des plans qui sont très longs, des plans séquences de façon générale, hein, sans entrer précisément dans la définition. Il y en a partout. Chez Spielberg, il en fait énormément, des plans très longs, dans La Liste de Schindler, Le Soldat Ryan. Les films de Béla Tarr aussi en ont beaucoup. Par exemple, Les Harmonies de Frickmeister, Gravity tout récemment. Alors, en termes de montage, un plan séquence, c'est pas super intéressant à monter pour un monteur, mais c'est aussi un montage interne, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a un découpage de champ contre champ, sans couper la caméra à l'intérieur du plan, et des valeurs de cadre qui se placent, la caméra qui se déplace. Il y a un montage dans le plan séquence, mais c'est quelque chose qui est prévu bien avant de commencer à tourner le plan. Des étapes précises que doit réussir à faire la caméra pour donner après des cadrages différents à l'intérieur du plan sans couper la caméra. Vous avez un excellent exemple dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est une scène qui est assez connue, c'est une scène dans laquelle nous avons l'amour de Indiana Jones qui met au défi un espèce de mec un peu bourré, un concours de vodka ou un truc comme ça, et on a la caméra qui panote de l'un à l'autre sans couper le plan. Donc normalement on aurait un champ contre champ classique de regard avec des coupes, mais là nous avons un champ contre champ panoté par la caméra qui reste en marche, une découpe à l'intérieur du plan séquence. Quand tu dis oui, est-il possible et pertinent d'analyser un plan séquence, eh bien moi je l'ai fait. Je sais pas si tu regarderas cette réponse quand je l'aurai posté, mais j'ai déjà fait une analyse de plan séquence avec La Môme. J'ai analysé un plan séquence de La Môme, mais qui est formidable, hein. Faire un plan séquence, ça amène
amène aussi à faire durer la performance d'un acteur ou d'une actrice, déployer le jeu d'acteur. Donc en plus avec des acteurs très expressifs, ça devient très intéressant. Et pour Robin Williams, quand il joue dans Hook, ça devient très intéressant. Spielberg en est pleinement conscient et il en joue énormément. Après, il y a d'autres enjeux qui se placent dans le plan séquence. Ça va être vraiment une réponse complètement en va-et-vient de tout plein de questions et de réponses. Enfin, je vous préviens, c'est vraiment le bordel. Le plan séquence, t'as le plan séquence qui est vrai, qui est réel, qui est vraiment filmé. Et c'est là aussi, c'est très impressionnant de regarder un peu ces mecs qui s'acharnent pour un seul plan. Et il y a l'autre plan séquence qui est numérique, avec la motion capture et la performance capture et un travail plus manuel, plus traditionnel. À cela, je vais opposer deux plans séquences. Bon, façon de parler séquence. Quoi qu'il y en a un, c'est un vrai plan séquence. Le vrai plan séquence dont je vais vous parler, c'est celui de JCVD. Vous avez le premier plan du film, c'est JCVD, donc Jean-Claude Van Damme dans le film éponyme, qui est en train de faire une scène d'action. Bam bam bam, en grosse scène d'action, boum boum boum, et ça en un seul plan. On le voit se déplacer, tirer, lancer des grenades, se battre avec des gars et tout ça en un seul plan. Quand il arrive dans une pièce, il y a la façade de la maison qui s'écroule. Une façon de dire que la prise elle est pas bonne, il faut la refaire puisque le mec il jouait dans un film. Et à partir de là, on passe sur une autre séquence où Jean-Claude Van Damme se trouve devant le réalisateur qui en a rien à foutre de lui. Donc là, nous avons un vrai plan séquence. Celui de Tintin, par exemple, le célèbre plan ahurissant, virevoltant de Tintin, c'est un plan qui est inséré dans une séquence. Ce n'est pas un plan séquence en lui-même, puisque il se termine bien avec la scène, mais il ne commence pas avec la scène, parce qu'avant nous avons le capitaine Haddock qui tire sur le barrage, et ça fait partie de la séquence. Donc le plan de Tintin n'est pas censé être un plan séquence, mais ça reste un plan super impressionnant, mais encore une fois, ce n'est un plan qui est impressionnant comme ça, mais qui ne l'est pas parce qu'il n'est pas fait en vrai. Donc il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on aime? Les plans séquences où on sent que c'est en live, c'est-à-dire les acteurs ils doivent continuer à jouer, les mouvements de caméra doivent être impeccables, tout le travail autour doit être bon, ou alors un plan où en fait on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça en fait ce que je reproche avec ces plans numériques, c'est qu'on sent pas qu'il y a un véritable travail derrière, un travail traditionnel. Encore une fois, il y a ceux qui sont pour l'ère numérique et le tout numérique et tous les effets de synthèse, et ils trouvent ça merveilleux, et il y en a d'autres qui sont très attachés aux traditions et à ressentir le réel dans le film. Et moi quand j'ai vu ce plan de Tintin, je trouvais que c'était très très bien, mais ça fait doc, ça fait jeu vidéo avec des QTE, mais ça fait vraiment ça. Alors bon, c'est pas mal, mais ça ne vaut pas un plan ahurissant comme on a dans Les Fils de l'Homme. Voilà, pas bon exemple, Les Fils de l'Homme. Des plans de 8 minutes. Quand je parle d'effets numériques et tout ça et de tradition, Cuarón, il a fait quelque chose d'assez intéressant dans Les Fils de l'Homme. Il a fait un accouchement. Alors là, comment on peut faire, parce que la personne ne va pas accoucher en direct, c'est un plan de 8 minutes où après, ça se termine avec un bébé en numérique. Et ça, c'est un bon compromis. Alors que Tintin, tout est bidon. Il y a cette performance capture, bien sûr, mais à quel moment on passe à des transitions en virtuel et à quel moment on fait jouer les acteurs en studio, parce qu'on n'a pas fait un parcours pour les acteurs et après on les a filmés. Non, les acteurs ils ont fait des actions précises et après on a raccordé le tout avec des mannequins numériques. Je pense que la différence entre celui de JCVD et celui de Tintin, c'est que celui de Tintin on le voit en fait. C'est ça. Or, je pense qu'un bon plan séquence, c'est un plan séquence qui ne se voit pas. Et en cela, Spielberg est très très talentueux. Spielberg nous fait des plans séquences qui changent de valeur de cadre assez souvent. Il utilise la profondeur de champ, ça c'est très important. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est vrai, ça fait combien de temps que le plan il a commencé? Et c'est un peu l'impression que j'ai eue dans Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Un plan fou, mais malade, où on a Claude François qui sort de chez lui, qui est dans l'ascenseur, qui est dans le hall. Après, il rentre dans une voiture où il y a plein de groupies autour de lui. Et après, on le voit partir en voiture et tout ça. Et on est avec lui dans la voiture. Et ça, en un seul plan. Et là, c'est là qu'on se dit, waouh, c'est super impressionnant. Et on s'en rend pas compte. Mais ça nous crée peut-être des effets. Parce que, qu'est-ce que c'est que le plan séquence? C'est un plan sans rupture, sans montage. Et donc, nous sommes continuellement dans le plan. Il n'y a pas de rupture pour faire respirer le spectateur. C'est aussi tout l'intérêt de Gravity.
Et avec Clo-Clo et même d'autres films, je crois que la Steadicam a permis des déplacements assez propres et assez dingues par rapport à des plans séquences qui sont très laborieux et très limités, même s'ils sont super impressionnants, dans des films qui sont déjà bien plus anciens. Je pense à par exemple La soif du mal d'Orson Welles, La corde d'Hitchcock ou encore Profession reporter d'Antonioni. Ce sont des plans séquences qui sont très très beaux mais qui sont très ordonnés. On sent vraiment que la caméra elle est sur un rail quoi. Et que ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Après ce sont des plans qui sont très très maîtrisés et ils travaillent sur la profondeur de champ et tout ça. À un moment dans Profession reporter il y a ce fameux plan séquence et on a la caméra qui va sortir de la chambre à travers des barreaux et les barreaux s'écartent tout lentement pendant que la caméra les traverse et c'est super impressionnant. Mais voilà, c'est une autre façon de faire des plans séquences. On a une caméra très très libre et ils savent justement que les spectateurs attendent de la mobilité du cinéma actuel et donc on utilise le Steadicam pour faire travailler tout ça. Mais je pense que le plan séquence invisible est quand même mieux. On fait bouger les acteurs, on fait suivre le mouvement, on propose différentes compositions du cadre. Dans le plan même, on passe du plan général à un plan rapproché par exemple. Chose aussi qu'on pense pas forcément, mais le tournage même se fait souvent en plan séquence. Par exemple, une scène de dialogue. Toute bête. On fait un plan master, c'est-à-dire un plan qui est le plan général sur la situation de deux personnes qui parlent. Et on l'en fait en entier, donc la prise elle peut durer 3 minutes. Et après on fait un champ contre champ, et après on monte le tout. Ça a été filmé comme un plan séquence. Sauf qu'après on le coupe et on le monte, donc bien sûr après ça fait plus un plan séquence. On filme de très longs plans au tournage pour avoir après la liberté de monter et la liberté de se couvrir. Parce qu'après il y a des petites erreurs, des erreurs de diction, des choses comme ça. Et le montage après nous permet de couvrir tout ça. Il y a plein d'autres plans, des choses qui sont aussi thématiques. Je pense à Enter the Void, où là, le plan séquence est nécessaire puisque c'est un esprit qui va et vient dans les murs et tout ça, c'est super impressionnant. Il y a aussi le plan dans Gangs of New York où on a des soldats montés dans un bateau et dans le même mouvement de caméra, on a des cercueils qui sont déchargés de ce même bateau. Donc ça, c'est assez fort. On a aussi plein d'autres plans, mais on sent que ce sont des plans séquences, quoi, comme ceux d'Elephant ou ceux d'Avenger, par exemple, comparé à d'autres plans qui sont beaucoup plus discrets dans l'Aurore de Murnau, Requiem pour un massacre, les films de Kubrick aussi, Snake Eyes qui est super impressionnant en termes de plan séquence. Ça commence avec un plan qui dure 8 minutes je crois, enfin un truc, mais je pense que De Palma c'est un fourbe. Je pense qu'en fait il a fait des coupes dans son plan séquence mais d'une façon très très habile avec des volets de personnes qui passent et tout ça, mais on le remarque pas parce que De Palma est vraiment très très fort. Il a sûrement fait des petits effets spéciaux pour les gommer. C'est un sacré fripon le De Palma. Je pense aussi à des films, par exemple Soy Cuba de 1964 qui est aussi un film avec de très 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 longs plans. Il y a un premier plan qui est hallucinant, qui monte et après ça va dans la piscine et ça ressort. Enfin c'est des trucs de fou. Aussi des plans en animation. Je pense à la 3e partie du film Memories qui nous donne l'illusion que c'est un plan séquence mais en fait il y a des transitions avec de la fumée et après il passe à un autre plan, mais ça nous donne l'impression que c'est un plan séquence avec un énorme canon. C'est de Kaotsuhiro Otomo, donc c'est un mec qui connaît l'animation, c'est le mec qui a fait Akira, et donc on a ce plan séquence, voilà, où on a d'abord la personne qui est en train de dormir chez elle tranquillement et après elle sort, elle va dans un ascenseur et là on a la caméra qui continue et tu te dis mais à quel moment ils vont s'arrêter. Et je me suis dit putain, le travail de multiplane, mais ça doit être hallucinant. Je sais pas du tout comment ils ont fait, alors là j'en ai aucune idée. En fait le truc c'est de trouver la coupe. Non seulement pour le monteur c'est de trouver la bonne coupe, mais non seulement la bonne coupe s'il faut faire des coupes dans le plan séquence pour pas que ça se voit, mais aussi la bonne coupe à quel moment on arrête le plan séquence, parce que c'est super important. Est-ce qu'on l'arrête avec vraiment une fin de séquence, bon là la transition peut être pas mal, ou sinon on doit continuer le plan et là ça devient un super enjeu. À un moment il faut couper dedans, comment on fait, voilà. Donc là les effets spéciaux peuvent être intéressants pour gommer la coupe. Ce qu'il faut se dire comme ça, le plan séquence, la chose rare qu'on essaye de trouver au cinéma, mais il y en a partout,
des plus chiants, Hunger qui dure presque 10 minutes je crois, voire même plus, au plus performant et au plus dingue, Tintin. Quand même si je n'aime pas trop ce plan, c'est quand même un truc de malade ce qui se passe devant nos yeux. À l'ère du numérique, on peut plus facilement faire un plan très compliqué parce que voilà, on peut le recommencer sans problème, on peut le trafiquer, donc c'est plus facile que tourner en 35 mm. Hein. Et c'est pour ça qu'on a des films maintenant qui sont faits en plan séquence. Pour répondre aussi à ta question, est-ce qu'il y a des films qui ont été réalisés en un seul plan? Oui. Absolument. Il y a l'Arche russe de Sokourov qui dure à peu près 1h30. C'est une affaire de voyage dans le passé. Il y a 1000 personnes, c'est assez hallucinant. Et il y a eu 4 prises. Imaginez les mecs, ah ben faut tout refaire. Faut faire 1h30 de plan, il faut tout refaire. C'est un film hallucinant, c'est incroyable la gestion de l'espace dans ce film. On a aussi La Casa Muda, qui est un film d'horreur tourné, je crois, avec un appareil photo, ces fameux 5D, n'est-ce pas? Il s'arrange pour qu'on voit pas les coupes, hein, parce que je crois pas que le 5D puisse filmer en 1h30. Mais après, bien sûr, là, je me permets de citer 2 exemples. Il y en a qui ont été faits avant, mais c'est des trucs complètement obscurs, genre les films d'art paumés, quoi. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment, on m'avait dit, ouais, mais il y en a eu d'autres avant. Des machins de... Les mecs ils m'ont cité des noms, genre Inconnu au bataillon, ouais ils ont fait déjà ça. Oui, Andy Warhol aussi il a fait un plan séquence d'un mec qui est en train de dormir. Ouais mais c'est pas cinématographique ça, enfin, ça n'a rien à faire dans une salle de cinéma. Voilà, donc il faut aussi à un moment se dire quel exemple on garde. Je préfère garder en exemple comme premier film en un seul plan l'Arche russe qu'un espèce de machin pourri filmé en 16 mm ou je sais pas quoi dans une époque obscure, un petit film français montré dans 3 salles de cinéma en France. Non mais des fois il y a des gens qui sont complètement... Voilà, encore une fois des extrémistes, mais bon ça je n'y peux rien, c'est comme ça. Hein. On ne change pas les têtus, moi en premier. Après, pourquoi on en fait des plans séquences des fois c'est thématique, hein. Comme je disais, Gangs of New York c'est vraiment très très fort ce qu'ils voulaient marquer en un seul plan, mais on le fait un plan séquence parce que c'est cool. Je pense à typiquement The Raid 2 ou The Avengers, hein. Le plan ne sert pas grand chose pour être montré en un seul plan. Si c'est pour dire oui ils sont unis et tout ça, ça on le sait, t'as pas besoin de nous le remontrer. Non, c'est un effet stylistique pour faire un truc cool, voilà. Les Fils de l'Homme, lui, il avait besoin d'avoir des plans séquences. Parce que Les Fils de l'Homme, c'est un film sur la vieillesse et la jeunesse. Et je crois qu'il y a un lien étroit entre les thématiques du film, les jeunes et les vieux, parce qu'il s'agit de ça. C'est comment la société va pouvoir s'en sortir, sachant qu'elle ne donne plus d'enfants, et la façon de filmer, c'est-à-dire des plans qui durent, des plans qui sont vieux, qui durent longtemps, et des plans qui sont courts et un surdécoupage. Donc des plans jeunes et des plans vieux, si on doit résumer. Donc je pense que pour les Fils de l'Homme, il y avait un véritable enjeu de la durée du plan par rapport à la durée de vie de la société qui ne fait plus d'enfants. Après, voilà, quand je parle d'effets cool, d'effets stylistiques un peu gratuits, l'accord de Hitchcock, même si c'est super impressionnant, ça reste un exercice stylistique. Hitchcock disait lui-même qu'il s'était embourbé dans une galère, ça n'avait rien apporté. Hein. Donc il faut se poser la question pourquoi on fait ça. Après, en tant que spectateur, j'aime beaucoup ressentir la complexité de la manœuvre. Je pense par exemple au Sacrifice de Tarkovsky. C'est quelqu'un qui sort d'une maison qui brûle, qui va se balader dans un marais et qui après revient voir la maison et la maison s'écroule devant lui. Donc imaginez le timing, le truc de fou. Et tout ça se fait en temps réel. Après, est-il pertinent d'en analyser un? Oui, mais tu peux pas appliquer la même méthode d'analyse, tu peux bien t'en douter, que pour une autre scène découpée classiquement. Ça rythme le jeu de l'acteur différemment, la spatialisation doit se faire différemment, la caméra fait elle-même des angles et un montage interne et c'est aussi thématique. Et quand ça coupe, c'est super important de savoir à quel moment et on va le raccorder avec quoi. Après, pour un monteur, c'est toujours limité. On a un montage son alors qui devient important et qui devient un enjeu de la séquence parce que souvent la caméra se déplace, donc le caméraman peut faire du bruit. Donc voilà, il y a un gros travail de son à côté, surtout quand ce sont des plans d'action. Alors là, il y a beaucoup d'effets audio qui se rajoutent. Tout dépend après de la volonté du réalisateur. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est vraiment une question super importante, super intéressante. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions et j'espère que ça te satisfera. Et bien sûr les autres, j'espère que vous avez aussi pris du plaisir à entendre tout ce que j'ai dit sur le plan séquence. En tout cas, je te remercie Manusila pour ta question.
Voilà, cette partie d'FAQ est terminée. Je vous remercie pour vos questions. Et quant à moi, eh bien, je vais rempiler pour des nouvelles parties d'FAQ. Mais avant toute chose, vous aurez une critique de Into the Woods très très bientôt. Et vous aurez aussi une critique d'American Sniper que j'ai vu qui est très bon. En attendant les 2 prochaines parties de la FAQ qui sont en cours de dérush. Donc voilà le programme pour la suite. Je sais, c'est un peu spécial comme rythme. Surtout qu'il y a des gens, voilà, ils veulent pas forcément des FAQ, mais voyez ça vraiment comme un podcast. Vous vous installez ou vous faites d'autres choses ou vous jouez à un jeu vidéo ou je ne sais trop quoi. Et vous avez ma voix en fond. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je joue au premier StarCraft avec de longs podcasts en fond sonore. Et ça marche super bien. Donc, je vous invite à faire de même. Après, si ça ne vous intéresse pas... ne vous inquiétez pas, c'est qu'une période un peu spéciale dans l'année et c'est un peu comme ça que je fais depuis quelques années. Ça fait quand même 4 ans que je fais des vidéos, voilà, ça fait un petit moment et j'ai commencé à avoir le rythme de cette façon à chaque début d'année. Donc voilà, c'est qu'une période, après on reviendra sur notre petit train-train avec Disney et tout le bazar. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties de la FAQ et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!